62 personnes. Bonjour à tous. Alors, on va commencer dans quelques secondes notre webinaire. On va attendre encore que quelques personnes se connectent. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter, si vous voulez, dans le chat. Vous pouvez dire qui vous êtes, quel est votre poste, dans quelle boîte vous travaillez. Bonjour déjà. Bonjour. Bonjour Émeric. Hello. Bonjour Martin, bonjour Cédelaine, bonjour Magali, Olivier, Julien, Bastien, Émilie, Thomas, Laura, Timothée, Léa. Bonjour à Olivier, qui connaît déjà bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. De toute façon, on va commencer par quelques petits rappels techniques. Donc, ce webinaire, il est enregistré. Vous recevrez le replay par mail dans les quelques minutes, heures qui suivront le webinaire. Vous pouvez utiliser donc la fenêtre de chat, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi un espace questions qui vous est dédié. Vous pouvez poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Vous verrez aussi au cours du webinaire que certaines questions nous ont été envoyées en amont. Et du coup, on a basé nos réponses et notre réflexion sur ces questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas, on essaiera de répondre au fur et à mesure. Et à la fin, il y aura un moment vraiment dédié à ça. Alors, au programme de ce webinaire, on va avoir 3 tendances. D'abord, on va avoir un focus sur l'importance de la donnée et du coup de la collecte et du traitement de la donnée, qui est vraiment une thématique, Émeric Fabien, et tous les DAF, qui est très clé. Ensuite, on passera un point sur la structure et la difficulté aussi de recruter des personnes dans l'équipe financière. Et puis, dans un troisième temps, on verra l'importance de la transformation digitale au cœur de la DAF. Déjà, pour commencer, je vous propose tous les deux de faire une présentation. Émeric, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Émeric Bordet, je suis le DAF d'Agicap. Je suis DAF à temps partagé Acting Finance dans 4 sociétés à Lyon et Grenoble, et également associé dans un cabinet une société de capital risque qui s'appelle Angelor. Voilà. Donc, Fabien Davidovitch, je suis le DAF à temps plein de Spendesk, à plus que temps plein de Spendesk. Donc, ça fait une année que j'ai rejoint Spendesk et avant ça, j'ai passé 15 années à créer de la DAF, des départements financiers dans d'autres entreprises, petites et moyennes sociétés, et puis un petit peu d'audit avant ça, parce que c'était bien de finir la formation. Parfait. Et pour information, je suis Juliette Hervé et je travaille chez Spendesk aussi depuis 1 an et demi. Et je serai médiatrice pour éviter de se disperser et rester sur le sujet et pouvoir vous guider dans cette présentation. Donc, première info, quelques chiffres clés. Fabien, si tu veux nous présenter ça. Oui, on a repris une étude de PricewaterhouseCoopers de ces dernières semaines qui donnait un peu les tendances de 2020 pour le DAF et notamment son niveau de confiance dans l'évolution de l'exercice 2020. Donc, 79% des DAF sont assez confiants sur les perspectives de croissance de l'exercice 2020. En revanche, 68% ont vraiment des penses et qu'ils vont avoir des difficultés à recruter leurs équipes sur cette année. Donc, c'est une réelle préoccupation que de construire son équipe. 55% considèrent toutefois que le DAF fera partie des acteurs majeurs dans la transformation digitale des entreprises. Et malheureusement, ça nous ramène à aussi une donnée importante, et d'où l'importance des données, c'est que 80% des faillites en entreprise viennent de problématiques de trésorerie. Donc, c'est un peu des thématiques qu'on va aborder pendant ce webinaire aussi.
Et donc, la première tendance, ça va être autour de la gestion de la donnée. Comme on disait, c'est vraiment un gros focus qui est très important dans le quotidien du DAF. Et parce que vraiment, la data va être clé de toutes les décisions. Aymeric, je te propose de nous en dire un peu plus. Ouais, donc j'ai commencé par le premier thème, donc la gestion de la donnée, pour principalement en fait le pilotage de la performance dans notre société. C'est la priorité des DAF aujourd'hui quand on regarde certains sondages devant même des problématiques d'organisation, de RH, de process. Une rapide définition de ce que c'est que la mesure de la performance, c'est la mesure du degré de réalisation d'un objectif. On suit derrière la mise en œuvre d'une stratégie sur base d'indicateurs mesurables. Donc voilà, ces indicateurs, assez rapidement, ils sont multiples. On a les indicateurs financiers, que l'on connaît bien pour le coup, les indicateurs de rentabilité, les indicateurs de BFR, DSO, DPO, la rotation des stocks. On a les indicateurs d'organisation, RH, donc les indicateurs classiques comme le turnover, le taux d'absentéisme. On a d'autres indicateurs comme dans une équipe, il peut y avoir des contractors par rapport aux salariés, enfin, dans certaines filiales aussi. Enfin, on peut définir vraiment tous les indicateurs qui sont adaptés à notre structure et les indicateurs de performance commerciale. On ne va pas forcément tous suivre tous ces indicateurs, du moins pas à la même périodicité. Ça dépend pas mal de la taille de nos sociétés, ça dépend pas mal aussi de notre modèle économique. Donc, typiquement, chez Agicap, une boîte SaaS, on va pas mal suivre un indicateur de performance commerciale qui est le coût d'acquisition client. À l'inverse, je discutais la semaine dernière avec un gérant d'une holding industrielle. Lui, tous les jours, chaque semaine, il veut avoir de chacune des filiales que 2 indicateurs, c'est le niveau de cash et le montant des créances clients. Voilà. Au-delà d'après de tous les indicateurs mensuels qu'il y a sur son reporting industriel. Donc voilà, c'est assez varié. Pour avoir ces indicateurs, il faut une bonne donnée. Bon, une bonne donnée, pour nous, qu'est-ce que c'est? Ça va être une donnée qui va être du coup fiable, qui va être précise, donc fiable, c'est-à-dire le plus possible automatisée, précise et derrière aussi surtout en fait en temps réel. Donc on en parlera un petit peu dans la troisième partie sur les logiciels en SaaS notamment, mais parfois on ne peut pas forcément se permettre d'attendre J+15 ou J+20 pour avoir des premières estimations de données, en tout cas quand la compta est externalisée. Voilà. Petite illustration de la tendance également, un peu moins sur les PME, mais dans les grands groupes, les ETI, on a de plus en plus de Chief Data Officers qui vont s'assurer du coup, eux, derrière de la qualité de la donnée. Voilà, sur la slide suivante, du coup, pour qui, voilà, pour qui en fait on va utiliser cette donnée. Aujourd'hui, nous, la finance, on est imbriqué dans toutes les activités de l'entreprise. Avec ces données, on accompagne donc le pilotage des opérationnels, les commerciaux, le marketing. C'est là où on a un rôle en fait auprès des opérationnels assez important, assez impactant, une approche assez didactique. C'est un peu là où on est un peu parfois schizo, on doit avoir un juste équilibre entre eux, on doit accompagner, parfois répondre à certaines demandes, tout en gardant un petit peu ce qui est écrit après, la fonction code gardien du temple sur les normes, les processus. Voilà. Le management, donc c'est là où on va donner les différentes KPIs, le ROI sur des projets d'investissement ou autres. C'est un peu là où on entend de plus en plus les mots de business partner, de copilote des dirigeants. Voilà. Et ensuite, la communication externe auprès des partenaires, avocats, la presse, les financiers, banques ou investisseurs, quand on a des investisseurs. On a un rôle de communicant de plus en plus important, enfin en tout cas, j'y passe de plus en plus de temps sur cette partie-là de communication. Voilà. Voilà un petit peu pour le premier thème sur le pilotage de la performance. Si je peux un peu introduire le thème d'après, donc pour obtenir ce pilotage de la performance, du coup, on a besoin derrière de quelles ressources humaines et derrière plutôt logicielles. Voilà, peut-être, Fabien, tu as peut-être des éléments à rajouter sur ta vision de la data ou tu as vraiment ce rôle toi aussi de business partner d'un côté et gardant du temps pour être sûr qu'il y a un peu l'évangélisation de l'équipe finance et des thématiques finance chez Spardesk. Oui, c'est le même principe. Ça a été très bien décrit par Aymeric. C'est le même principe. C'est à la fois dire aux gens voilà où on en est et leur montrer la voie pour voir où on va. C'est un petit peu ça, en gros, entre le gardien du temple et le business partner, qui sont un peu deux personnes assez distinctes finalement, et de pouvoir avoir des meilleures métriques et de pouvoir être proactif sur la mesure des métriques, sur la finesse d'analyse des métriques. Et du coup, d'où l'importance d'ailleurs de la data aujourd'hui.
parce qu'on en a énormément. Il faut bien la trier, il faut bien l'utiliser pour pouvoir derrière en faire bénéficier à la fois le management, les externes et aussi nos besoins d'obligation opérationnelle. Et donc, deuxième tendance, c'est vraiment la structure de la DAF et le recrutement. Quand on en a discuté, vous avez dit que c'était presque aussi dur aujourd'hui de recruter dans la DAF que de recruter un dev. Ce qui est quand même quelque chose d'important. Donc, du coup, il y a vraiment aussi un changement de la structure de l'équipe financière. Et du coup, Fabien... ah oui, non. Donc, on a eu des questions par rapport à ça. Une question de Robin qui demandait quelle était la composition et l'évolution pour une équipe finance efficace en fonction du stade de l'entreprise, selon vous. Et quel est le rôle aussi pour la DAF dans la priorisation des projets internes? Quelle articulation avec les fonctions marketing, sales, produits dans cette priorisation? Et donc, on va essayer de répondre à ces questions en même temps qu'analyser un peu l'organisation type, je dirais, d'une DAF. Il y a plusieurs points à aborder. Il y aura le recrutement qu'on abordera aussi dans un deuxième sujet, qui est un point très important. Là, depuis quelques années, maintenant, ça devient vraiment compliqué de recruter en finance. Le sujet de l'organisation et notamment des flux d'échanges avec les autres départements, il est majeur. Parce qu'on vient de parler de la data. Cette data-là, elle vient souvent d'éléments très distincts. Chez Trendesk, on a les informations qui viennent de la plateforme, les informations qui viennent de notre outil de CRM, etc., etc. Donc, du coup, il y a souvent une multitude de sources de données, non seulement aussi des données qui viennent de la comptabilité purement et simplement, mais et du coup, toutes ces sources-là, il faut réussir à les agréger, il faut des gens pour les comprendre et il faut des gens pour derrière les analyser. Comme le disait Émeric, on abordera aussi en troisième point le côté automatisation vraiment de cette donnée. Ça, c'est vraiment le point qui réunit à la fois data et la team. Et donc, du coup, pour organiser cette team, il y a toujours en gros 6 pôles d'activité, à mon sens, en finance. Tout ce qui est lié à de la stratégie, donc là, on va retrouver le M&A, par exemple. Tout ce qui est communication, Émeric a déjà abordé le point, c'est communication aux externes, que ce soit aux investisseurs, que ce soit aux banques, par exemple, qui nous demandent régulièrement de la communication, ou tout simplement les autorités locales, le fisc, par exemple. Il y a bien sûr tout ce qui est données. Donc là, on va parler de données comptables, principalement, mais données mesurables pour aider le business en analyse, et tout ce qui est trésorerie et suivi, qui va, lui, représenter tout ce qui est cash management. Et ensuite, il y a un pavé finance. Alors, le finance, c'est un peu pour englober le tout. Ça va être le financement, ça va être tout ce qui est vision de la finance à long terme avec la projection, etc. En gros, les trois grands ponts qui sont finance, stratégie et communication sont en général liés au poste de CFO ou de Head of Finance selon l'organisation de la société, selon la taille de la société. Ce qu'il faut retenir, et je reviendrai sur la question qui vient d'être posée, sur la taille et comment on constitue l'équipe en fonction de la taille de la société. Je pense que un des premiers postes à pourvoir dans une entité, c'est justement ce que j'appelle le contrôleur financier. Alors, il y a différents noms aujourd'hui pour le développer. En SaaS, on a plutôt tendance à appeler ça un finance ops. Un contrôleur financier, un contrôleur de gestion pour les industriels. En fait, c'est en gros le centralisateur de l'information et celui qui va pouvoir en tirer un bénéfice pour les opérationnels, pour le management, pour les externes. Un premier niveau d'analyse qui va permettre une compréhension du business et vraiment une plus-value au niveau du business. Ça, c'est vraiment le poste qu'en général, on recrute en premier en tant que CEO, on va dire. Et puis après, autour de ce poste, va se créer aussi un certain besoin. On va plutôt embaucher un comptable pour pouvoir internaliser la comptabilité ou du moins superviser les comptabilités. Aujourd'hui, nous, chez Spanos, on a une senior accountant qui s'appelle Eva, qui, elle, est en charge de superviser nos différentes filiales. Donc, ça veut dire qu'elle ne fait pas la comptabilité de toutes les filiales, ça veut dire qu'elle supervise les experts comptables locaux, ce qui lui permet, elle, d'avoir un niveau d'analyse un peu plus élevé que juste de faire de la saisie. Et donc, du coup, d'apporter vraiment de la valeur ajoutée au quotidien. Donc,
Et ensuite, la troisième couche à apporter effectivement quand on construit son équipe, c'est soit de faire monter le Head of Finance en CFO, s'il a vraiment la capacité, s'il a pu bien évoluer et s'il continue à évoluer, soit d'avoir un CFO qui arrive avec une certaine expérience et qui peut apporter justement de la structure à l'ensemble et continuer à bâtir cette équipe. Il y a aussi des fonctions type trésorier qui peuvent être utiles dans certains pôles, notamment lorsqu'on multiplie les filiales pour gérer différentes devises, différents flux et différentes complexités. Ça, en général, soit ce sont des organismes financiers, soit ce sont carrément des grandes entreprises. Il y en avait chez Accor quand je travaillais pour Accor, notamment le directeur de la trésorerie et toute une équipe de trésorerie derrière. J'espère que ça répond en tout cas aux principales questions sur l'organisation même de la finance. Et ça, après, on le découpe en fonction aussi des besoins internationaux. Donc, plus les filiales vont grandir à l'international, plus on va aussi grandir les équipes locales, d'abord par un contrôle financier, et puis ensuite par un comptable éventuellement, un DAF, etc. Au niveau de Spendesk, comment on est organisé aujourd'hui? Donc, j'en ai dévoilé une partie, mais en gros, donc, je suis responsable du département financier et j'ai la chance d'avoir 3 personnes qui travaillent avec moi. Une office manager pour tout ce qui est day-to-day, ce qu'on appelle workplace et happiness. Donc, en fait, faire en sorte que tout le monde vive bien son quotidien chez Spendesk. Une partie contrôle financier, comme je le disais, c'est la première personne que j'ai recrutée quand je suis arrivé, Clémentine, qui aide justement sur la structuration de l'information, sur la préparation de premier niveau d'analyse, et bien sûr Eva qui va nous rejoindre pour la comptabilité et la qualité de l'information. Eric, côté Agicap. Ouais, côté Agicap, on a 3 fondateurs. Moi, je suis en temps partiel aujourd'hui sur Agicap. La priorité sur une structure comme Agicap, c'est toujours l'office manager au départ. C'est un poste hyper important pour nous. On ne fait pas grand-chose sans eux. En fonction de la croissance de l'activité, aujourd'hui, on est 30. On a un plan de recrutement de 50 personnes en 2020. On verra en fait qui recrute en premier, mais ce sera très certainement, comme ce qu'a dit Fabien, probablement en fait contrôleur de gestion et ensuite est-ce qu'on garde externaliser la compta, est-ce qu'on internalise à voir par la suite. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Agicap, vous êtes une trentaine, nous on est 150, donc c'est pour ça aussi que ça explique cette différence, le fait qu'il y ait plus une équipe plus fournie côté Spendesk. Forcément, quand on grandit, on a besoin d'avoir plus de rôle dans l'équipe, comme tu le disais, Fabien. Et du coup, vous, quels outils vous conseillez pour recruter justement cette tâche particulièrement complexe de trouver les bons talents? C'est ça. En fait, selon les positions, je pense qu'il y a différents outils à leverager. Alors, LinkedIn est une source de données impérissable de profil. Le problématique, c'est à la fois de faire le sourcing, ensuite d'aller démarcher les candidats qui vous répondent, parce que la plupart sont tellement sollicités qu'à la fin, ils ne vous répondent même plus. Et qu'en plus de ça, vous puissiez les entrer dans un système d'entretien, etc. Donc, ça perd pas mal de temps là-dessus. Donc, je dirais que pour les profils type comptable, aller plus vers des sociétés type Michael Page ou Hayes qui ont justement un roll-up de profils de ce type-là. Et pour des profils plus seniors avec plus d'expérience ou des profils plus spécifiques, moi, par exemple, il fallait que la comptable parle au moins anglais. Donc, on a de la chance, on a trouvé Eva qui parle anglais et allemand. Mais voilà, c'est des profils assez rares, assez spécifiques. Donc, moi, je passe par Search, qui est un cabinet de recrutement que je travaille depuis quelques années maintenant, qui est représenté par Olivier Perron et qui bosse super bien sur des profils assez spécifiques, assez high level, qui marque côté Clémentine aussi dans sa nuit. Voilà, c'est vraiment de la qualité. Et voilà. Sur ce genre de profil, je pense qu'il vaut mieux affiner et avoir quelqu'un un peu spécialisé qui vienne vous aider, parce que faire le sourcing, c'est pas si simple que ça. Et après, effectivement, on a cet outil qui est le Slack de CFO Connect. Donc, CFO Connect, c'est une communauté qui a été créée il y a un an et demi. 2 ans, ouais. Et qui effectivement permet de nous partager les offres
d'emploi. Et donc, de temps en temps, on arrive effectivement à avoir des bons profils. En ce moment, j'ai un profil de comptable disponible, donc je le partage sur Slack et effectivement, on peut se partager facilement les profils. Oui. CFO Connect, c'est un peu plus, c'est en fait vraiment tous les DAF ont cet espace pour pouvoir échanger sur toutes leurs thématiques. Ça va être je veux m'implanter à l'étranger, quelles sont vos astuces, et du coup de DAF à DAF, il y a vraiment un échange et il y a des organisations aussi de meet-up régulièrement pour pouvoir échanger en direct, répondre à des questions et networker. C'est ça. Et c'est une communauté assez internationale en fait. On est, la communauté est représentée quasiment dans le monde entier aujourd'hui, des États-Unis en passant par l'Europe. Et donc, quelques filiales à gérer en Europe. J'échange pas mal avec les Allemands et les Anglais notamment sur des problématiques fiscales ou voilà, comme ouvrir un compte en banque parce qu'en Allemagne c'est assez spécifique. Voilà, c'est une communauté qui est assez simple. Je pense que de plus en plus on va aller vers ce genre d'échange. On est en peer-to-peer et quand on a un besoin, notamment de recrutement, on passe par le biais de ces communautés-là. Je voulais juste insister aussi en effet sur le fait de la difficulté de recruter ce type de profil, notamment sur la partie comptable. Moi, j'ai recruté pour une boîte qui vient de dépasser les 50 salariés à Lyon. On avait un petit peu de mal en effet à trouver un profil assez multitâche parce qu'au début, ils ne vont pas forcément faire 100% de compta, ils vont faire un peu d'admin RH et autres. Et il faut trouver aussi le profil qui puisse le faire. Et on essaie de les motiver pour les attirer en expliquant que c'est plutôt des boîtes en forte croissance, donc avec des possibilités d'évoluer, de manager une équipe de comptables derrière et autres. Ouais. Et dernier point, la partie transformation digitale, c'est aussi vraiment un gros sujet qui est vraiment en lien avec les deux éléments qu'on a d'avant, la donnée, le recrutement. Et on a eu aussi une question par Dimitri Steyer de Daffinity qui nous demandait quels sont selon vous les grands enjeux de la transformation digitale en 2020 sur la DAF. Donc voilà, Henrik, je te propose de lancer le sujet. Alors, la digitalisation au service de la DAF. Alors, digitalisation, c'est très large. On en parle beaucoup, depuis même longtemps. On parle d'automatisation, dématérialisation, robotisation notamment. Aujourd'hui, en fait, on a parfois des outils qui sont un peu lourds à gérer. On a un peu parfois du mal, en fait, aussi à définir le ROI de ces outils pour un certain nombre, en fait, de raisons. Et on a vraiment besoin d'outils le plus flexibles possible pour pouvoir piloter la performance et travailler dans un environnement changeant. Voilà, vraiment changeant. Donc, pour cela, on doit rester en veille permanente. Donc, on reparle de CFO Connect, en effet. Il y a une chaîne Tools qui est plutôt intéressante en fait sur tout type d'outils. Mais voilà, aujourd'hui, la tendance aujourd'hui dans les outils, on va en parler sur le slide juste après. Pour nous, il y a deux choses. C'est le SaaS et des outils flexibles. Pour la partie en fait flexibilité des outils, je vais oser faire une comparaison avec le microservice. Dans l'infrastructure logicielle, dans les architectures assez mouvantes, notamment sur ce qui est serveur web, on appelle ça des microservices, c'est-à-dire qu'on utilise, au lieu d'avoir un seul outil peu flexible, on en a plusieurs qui vont se connecter entre eux. C'est ça le principe du microservice. Parfois, dans nos outils de DAF, en fait, ça peut être intéressant aussi d'avoir ce type d'outils. Et c'est principalement en fait ça réalisable avec des outils en SaaS, que ce soit des ERP ou tout type d'outils à côté. Aujourd'hui, le SaaS, c'est 25% des ventes des éditeurs de software en France. Ça aura tendance, j'imagine, à quand même pas mal évoluer à la hausse pour le coup. Voilà. Alors, pourquoi en fait le SaaS aujourd'hui plus souple, plus rapide à mettre en place? En effet, c'est soit très rapide, soit quelques jours d'intégration. C'est pas forcément en fait un logiciel lourd qu'on va mettre en place pendant 6 mois, 1 an et sur lequel on va avoir du mal à se projeter sur les ROI. On va être relativement dépendant d'intégrateurs aussi pour ce type de problématiques. Donc, c'est pas forcément adapté à toutes les tailles d'entreprise. Je parle pas forcément que pour les grands groupes, mais en tout cas pour PME, ETI parfois. Voilà. Coût limité. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart quand même aujourd'hui des logiciels en SaaS pour la fonction de finance fonctionnent avec souvent un fixe et ensuite un prix à l'utilisation. Voilà. Donc, quand on est une boîte en forte croissance, ça peut être intéressant justement parce qu'on va payer le bon prix au bon endroit en fonction du nombre d'utilisateurs. Quand aussi ça peut arriver, on peut être une boîte en décroissance. Là, pour le coup, du coup, on va pas avoir un coût fixe qui va nous plomber en fait nos charges externes pendant plusieurs mois.
Donc voilà, la flexibilité est assez intéressante, dépendant du nombre d'utilisateurs, de connexions ou autres. Intuitif, clarté de la donnée. On parlait tout à l'heure de communiquer auprès des équipes et autres. Avoir en fait un outil SaaS qui puisse être partagé pas que avec la fonction finance, mais qu'on puisse partager, gérer les habilitations en fonction de ce qu'on veut montrer ou pas à des équipes opérationnelles, marketing, sales, sur la prod même parfois aussi. C'est un réel enjeu, enfin c'est un réel atout en fait pour nous, parfois aussi les financiers. En temps réel, sur ce type d'outil SaaS, on peut également avoir parfois les données, on a les données en instantané, donc on n'a pas obligé d'attendre un reporting, ce que je disais à J+20, parfois J+30, et peu ou pas de paramétrage. Principe du microservice tout à l'heure, la maintenance en fait va être la moins complexe possible quand on a plusieurs outils dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on a un outil qui fonctionne mal ou autre, ça ne va pas forcément impacter tous les autres derrière. En tout cas, on pourra un peu l'isoler pendant quelques temps, le temps de le maintenir. Voilà. Donc, c'est une tendance, c'est pas la seule sur la digitalisation, mais en tout cas, sur la fonction finance, on le voit de plus en plus, voilà, sur les outils. Oui, et justement ces outils, c'est des questions qu'on a eues aussi. Avez-vous une solution magique pour la gestion des notes de frais par Pierre-Antoine de Germitech, et quel outil pour la prévision de trésorerie par Xavier de Darfang Lab? Ça tombe bien. C'est bizarre. On a donc, en effet pour la note de frais du Spendesk, pour la trésorerie du AGCAP, mais vous avez aussi d'autres outils qui vous servent vraiment au quotidien. Avant de parler des outils, si tu permets, je vais juste rebondir sur effectivement la thématique de la digitalisation. Alors, la digitalisation, c'est ce qu'on disait en préambule, elle a commencé il y a des années. Enfin, moi, j'ai commencé à bosser avec un stylo et du papier. On est vite passé à Excel pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, on y est quasiment tous encore aujourd'hui à bosser un peu sur Excel ou sur Google Sheets, pour ceux qui sont passés sur Google, mais en gros, on est toujours sur nos tableurs. Au-delà de la transformation digitale, quand on parle de transformation digitale, ce que je perçois aujourd'hui, c'est plus une automatisation des tâches financières qui nous amène à aller vers des outils SaaS qui effectivement facilitent cette transition vers l'automatisation. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, alors on parle d'intelligence artificielle. Dans la finance, l'intelligence artificielle, c'est encore les balbutiements. J'espère qu'on va vite le voir parce que ça promet plein de choses et j'espère que ça va arriver très vite. Aujourd'hui, on est plus dans les balbutiements et c'est plus ce qu'on appelle des bots qui viennent nous aider, comme Marvin chez Spendesk, qui viennent nous aider, prendre de l'information, la retraiter de manière automatique pour justement permettre un niveau de saisie et sans valeur ajoutée, permettant d'économiser le plus de temps possible et du coup permettant aussi de focaliser sur de l'analyse plutôt que sur des tâches sans valeur ajoutée, comme le disait Émeric précédemment. Donc du coup, oui, effectivement, on a quelques outils SaaS sur lesquels on voulait insister. Tu veux peut-être commencer, Émeric? Ouais, moi je peux présenter AgiCap pour le coup. Donc AgiCap, outil de prévision de trésorerie en ligne. Donc ça permet un suivi de trésor avec une synchronisation bancaire automatique, un rapprochement bancaire, on rapproche le budget, le réel en temps réel. C'est un prévisionnel intelligent également parce qu'il va reprendre en intelligence artificielle l'historique pour faire une prévision le plus proche possible, enfin la plus intéressante possible. Il va se connecter aussi aux outils comptables, CRM et autres pour réaliser cette prévision. Et il est aussi un réel outil en fait de reporting et de collaboration en fait avec le reste de l'équipe, ceux qui ont besoin en tout cas de la partie trésor. C'est bon sur Spendesk. Oui, sur Spendesk et sur les autres. Je vais finir par Spendesk pour être poli avec les autres. Non, on parlait beaucoup de RH jusqu'à maintenant. Nous, il y a deux outils qu'on utilise chez Spendesk qui nous sont hyper utiles sur le recrutement et sur ensuite le suivi. C'est Lever. C'est le petit rond noir avec l'espèce de stylo gris à l'intérieur que vous voyez. Lever qui est à mon sens, un super outil de recrutement qui vous permet de centraliser justement toutes vos données de recrutement, de faire des feedbacks, d'avoir vraiment un suivi de tous les recrutements, d'être sûr que vous avez répondu à toutes les personnes qui ont candidaté, qu'ils ont suivi un bon process de A à Z, qui respectent les mêmes étapes, qui ont les mêmes niveaux de communication. Enfin, vraiment, c'est vraiment un super outil, Lever.
totalement intégré à LinkedIn. Donc, du coup, on peut vraiment directement plugger les deux facilement. Enfin, moi, je l'ai utilisé pour les deux, les trois recrutements qu'on a eu. Et c'était vraiment très, très bien, très fluide. Et ensuite, il y a Personio, qui est un produit allemand, qui est une start-up allemande, qui se développe en Europe en ce moment, et qui lui fait du SIRH. Donc en France, on connaît beaucoup Lucas. Nous, on a plutôt basculé vers Personio parce que justement, ils sont à l'international déployés et ça marche vraiment très bien. C'est très facile d'utilisation aussi. L'implémentation est très rapide et on insiste là-dessus. Il y a un autre produit que j'utilise beaucoup, c'est Upload, pour tout ce qui est gestion du corporate, pour le coup. Donc, tout notre corporate est sur le site d'Upload, ce qui nous permet en plus d'avoir la validation par le biais d'un cabinet d'avocats derrière, de tous nos éléments juridiques. Donc, ils nous remontent les points quand, par exemple, on soumet un PV avec une anomalie. Eux, ils nous remontent l'anomalie. On peut ainsi la corriger facilement. Ça nous permet aussi de partager toute la cap table avec les employés. Donc, ceux qui ont des BSPCE, ça les intéresse de savoir où ils en sont leur vesting, etc., etc. Et puis, bien sûr, il y a Spendesk, qui est notre plateforme de gestion des dépenses, où là, on gère toutes nos dépenses. Ça nous permet de gérer tout ce qui est schéma d'approbation directement sur la plateforme et en ligne. Ça permet aux opérationnels d'être plus libres dans leur gestion de leur budget, de leurs dépenses. Et puis, aux financiers d'avoir cette sécurité, d'avoir eu des niveaux d'approval du manager, d'avoir eu des moyens de paiement qui sont sécurisés, puisqu'on peut les couper à tout moment si on a un problème de fraude ou autre. Et puis d'avoir aussi des moyens modernes de paiement, type la carte virtuelle, qu'on peut générer en ligne, ou tout simplement de rembourser en un coup des expense claims de nos employés, donc des notes de frais de nos employés, ou d'aller passer par des formats Excel qui seraient plus contraignantes et une certaine perte de temps pour les opérations. Moi, je voulais ajouter aussi ces outils SaaS aussi peuvent permettre justement de gérer à distance des filiales qu'on n'a pas encore de fonction de finance sur place. Sur une société, on a une filiale aux US et des outils RH comme Gusto, JustWorks ou autres permettent justement de pouvoir le faire de façon assez facile sur des sujets assez sensibles, notamment sur le social. Voilà, donc c'est aussi bien pour les entités de nos sociétés. Super. Et justement, il y avait une question aussi de Guillaume Junot d'ABD, qui est sur la saisie ou pré-saisie. Doit-elle être tenue en interne ou des outils comme Agicap, Conto, Spendesk suffisent-ils au pilotage opérationnel? Si oui, comment gérer les engagements puisque ces outils se basent sur la banque? C'est une excellente question, Guillaume. Actuellement, en fait, chez Spendesk, on n'a pas d'outil comptable. On se sert de Spendesk donc, pour le suivi de nos engagements. L'avantage de plateformes comme Spendesk, c'est qu'au-delà de servir de plateforme de paiement, on sert de plateforme de gestion de la dépense. Donc, on n'a pas cette problématique d'être uniquement bancaire. On a vraiment, dans l'écrit, dans notre marque, dans ce qu'on développe aujourd'hui, dans le produit qu'on développe, c'est vraiment la gestion de la dépense. Donc l'engagement même, on le gère à travers notre plateforme sous toutes les formes possibles, donc que ce soit le paiement par carte physique ou virtuelle, le paiement de compte de frais ou le paiement par une facture. Et du coup, de là, en fait, on extrait toute la donnée qui nous permet de faire notre reporting. On a des closings mensuels que l'on fait sur la base de ce qu'on trouve sur Spendesk. Donc, je trouve que ces éléments SaaS permettent vraiment une pré-saisie en ligne qui vraiment est hyper utile. Un, pour économiser du temps aux comptables ou à votre expert comptable. Bien sûr, il faut le former à ça, etc. Mais l'accompagnement est très simple. Les produits sont hyper, presque ludiques, je dirais, comparé à ce qu'on a pu connaître par le passé en termes de gros outils que je ne sais pas ici. On va passer à la conclusion. Je viens de publier également dans l'espace sondage quelques questions. Vous pouvez répondre, ça nous aidera en fait à améliorer pour les prochains webinars si ce webinaire vous a plu et aussi vous pouvez nous informer tout de suite si vous souhaitez en savoir plus sur Spendesk ou sur Agicap. Également, s'il y avait quelques points
Il y a des questions déjà peut-être. Redonner les solutions présentées. Les solutions présentées sur la slide, vous recevrez par mail le support PDF qui sera plus détaillé où il y aura le nom de chaque outil avec sa fonctionnalité. Juste en conclusion, et ensuite on va reprendre les différentes questions qui ont pu être posées. Donc, au cours de ce webinaire, on a appris plusieurs choses. Donc, déjà, que pas de pilotage de la performance sans un bon contrôle et un bon suivi de la data. Vraiment, ça, c'est l'élément clé à retenir. Le DAF aussi a ce double rôle et il doit trouver l'équilibre entre le business partner et l'évangéliste en fait, de la fonction finance au sein de l'entreprise. Que recruter dans l'équipe administrative et financière, c'est compliqué, mais comme vous avez pu le voir, il y a des outils, il y a des cabinets j'insiste vraiment sur CFO Connect, qui est vraiment une très bonne, il y a beaucoup de ressources à ce sujet-là. Évidemment, on va structurer aussi cette direction administrative et financière en fonction de son objectif de croissance. Comme le disait Fabien, par exemple, nous, on a une comptable qui parle plusieurs langues et ça nous permet d'être vraiment à l'aise avec le déploiement à l'international. Donc, ce type de profils sont vraiment intéressants et vont venir s'ajouter au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Et que tous les outils SaaS qu'il y a aujourd'hui sont vraiment là en fait pour aider le DAF et l'équipe en général à justement avoir plus de temps. Vous avez des cerveaux bien pleins et c'est dommage de perdre du temps finalement sur des tâches qui ont une faible valeur et donc ces outils sont vraiment là pour vous aider à gagner du temps, à être plus productif et à pouvoir justement collecter un maximum de données nécessaires à la prise de décision et à l'analyse des risques. Donc vraiment, les 3 priorités de la DAF pour répondre au sujet de ce webinaire, c'est data, équipe et digitalisation. Absolument. Donc, on vous a mis dans les slides une petite présentation un peu plus commerciale, parce que bon, c'est légitime. Mais donc, maintenant, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit plutôt dans l'espace questions. Donc, déjà, Martin, je ne savais pas que Spandesk avait cette possibilité de gérer les engagements, c'est nouveau. Non, tu l'as directement dans la gestion de ton interface, en fait, dans tout ce qui est à payer. Donc, tu vois déjà tous les engagements que tu as dans le paiement. Tu peux même, nous, ce qu'on fait, par exemple, c'est on gère les engagements de paiement via des fichiers XML CEPA qu'on intègre à la banque tout simplement en créant les dates de paiement directement sur la plateforme, ce qui nous permet de voir directement sur la plateforme jusqu'à quand court l'engagement de paiement de la facture. Donc ça, non, c'est pas nouveau. Il va y avoir plein de nouveautés sur le premier semestre. Donc ça, je vous invite à nous suivre dans les semaines qui viennent parce que je suis vraiment encore tout excité à l'idée de voir le nouveau Spandesk qui est arrivé. On va avoir une super nouvelle version au premier semestre. Et je serai le premier à en faire de la publicité parce que je pense que vous serez tous satisfaits de voir ce qui arrive. Bref. J'ai bien teasé ou franchement, c'est bien teasé. Moi, je 2 questions de Cyril. D'abord, une idée d'un outil pour avoir une simulation d'un business plan déroulant toujours un jour sans passer par Excel. Ça, c'est la bonne question. Alors, il existe des outils de gestion de budget type Anaplan. C'est des outils assez complexes. Je dirais qu'il faut déjà avoir une certaine taille pour pouvoir les mettre en place. Le meilleur outil pour l'instant, ça reste quand même Excel ou Google Sheet pour gérer son budget. Après, il peut y avoir aussi d'autres solutions qui viennent agréger des éléments. C'est le cas notamment de Lucanet, qui vient agréger des éléments de comptabilité pour pouvoir effectivement favoriser la projection. Agicap le fait sur la partie trésorerie. Ça, je vais laisser Émeric en parler. Mais effectivement, le point de vue BP, je sais qu'il y a des startups qui sont montées là. Je sais qu'il y a des projets qui se développent bien
notamment par le biais du Founders, qui sortiront certainement au début d'année 2020, en ce début d'année, mais pour l'instant, pas de solution miracle. Non, En tout cas, de mon côté, hein, si vous en avez, je suis ouvert à cette proposition. Je suis assez d'accord avec Fabien. On a, en effet, Agicap, c'est un outil de prévisionnel de trésorerie sur mensuel, quotidien, hebdo et autres. Un business plan pluriannuel sur 4-5 ans en ligne. J'en avais testé plusieurs ces dernières années. Ça n'a jamais vraiment marché. On a aussi des structures de business model qui sont tellement mouvantes qu'il faudra le reparamétrer à chaque fois. Donc, quelque chose de pluriannuel, c'est un peu compliqué aujourd'hui et il n'y en a pas forcément. Ouais. D'accord. Et deuxième question aussi de Cyril, toujours. Une idée de la fourchette des solutions, au niveau du prix, du tarif des solutions qu'on a présentées. Alors, ça, c'est une bonne question parce que ça dépend complètement du nombre d'utilisateurs, du typologie de plateforme. Alors, en général, pour toutes les solutions qu'on a présentées, on est sur un modèle SaaS. Donc, on va avoir un accès à la plateforme, aux plateformes via une souscription. Et puis ensuite, vous allez avoir une partie variable qui va être dépendante du nombre de collaborateurs qui vont pouvoir utiliser la plateforme ou du montant de ce que vous allez pouvoir consommer sur la plateforme. Donc, difficile de vous dire vraiment quel prix. En plus de ça, ça diffère carrément d'un lever, un Agicap, un Spendesk. Ça n'a pas vraiment les mêmes références. Ce que je vous propose plutôt, c'est de vous rapprocher directement soit de CFO Connect. Sur CFO Connect, on met quelques indications justement de prix sur certaines plateformes, soit directement des plateformes qu'on vient de citer, qui sont plutôt réactives et qui vous aideront à figer votre budget. Il y avait aussi, en réponse à votre dernière question, quelle serait la place de Lucanext? Par rapport à citer Lucanext pour le BP. Lucanet, ça vient s'intercaler entre les comptabilités et un reporting. Donc en fait, ça permet d'avoir aussi un espace de projection qui vient en fait à la fois consolider les données, puisque Lucanet à la base était fait pour consolider la donnée, mais aussi justement aider à projeter dans l'avenir ces données-là. Donc il y a cette possibilité-là dans Lucanet. Je vous invite à me contacter en MP si vous voulez un lien vers quelqu'un de chez Lucanet pour vous aider là-dessus. Il y a des gens très bien, très techniques chez eux qui aident à personnaliser la solution et à faire une belle présentation du produit. On a une question de Magali aussi qui est revenue sur la question de Cyril par rapport à Agicap qui s'occupe de la trésorerie. Mais est-ce qu'il y a un outil permettant de sortir de manière automatique un compte de résultats et un bilan simplifié? Est-ce que Émeric ou Fabien, est-ce que l'un de vous aurait une réponse à la question de Magali? Alors, sur Excel, automatiser la transformation d'une balance en PNL et en balance sheet, c'est pas trop compliqué. Hein. J'en suis encore à ce point-là. De temps en temps, je demande à l'expert comptable de m'en sortir un sur le logiciel, etc. Mais ça reste assez rare. Mais sinon Excel, pour faire ça, ça prend pas trop de temps à le construire. Et je pense même qu'il y a des modèles sur Internet qui peuvent tourner de macro pour reconstituer les comptes. Il y a des éléments spécifiques aussi, autres que Excel sur la partie bilancielle notamment. Super. Alors, pour le moment, on a plus de questions. N'hésitez pas si y a une question de dernière minute. Il y a toujours les mêmes questions qui repartent entre le budget, comme on fait pour sortir une liasse fiscale sans avoir un toujours les mêmes questions. Personne ne s'y est vraiment attaqué. Je pense qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Mais voilà, c'est en train d'être hacké par quelques spécialistes, notamment au niveau du budget. Puis la trésor, ça arrive. Il y avait aussi deux questions qu'on n'a pas forcément réussi à intercaler dans la présentation. On avait une question de Project, qui demandait comment développer une méthode agile et efficace de suivi et pilotage financier dans une petite entreprise internationale en forte expansion. Émeric, tu veux t'y coller ou j'y vais? Dans une entreprise internationale à forte expansion, comment est-ce qu'on
Le reporting financier, c'était ça la question? C'était Pilotage suivi et financier. pilotage financier et la méthode agile est efficace. Ok. Moi, j'ai un exemple d'une boîte où on a une filiale justement aux US. Aujourd'hui, on fait un reporting en fait, un reporting mensuel du coup sur ces deux sociétés. On n'utilise pas encore d'outils de consolidation. Je pense que c'est encore un peu tôt et de toute manière, il n'y a pas forcément de besoin parce que la compta est encore relativement simple, surtout sur une société de service. Comme ensuite on structure en termes d'organisation, on fait beaucoup à distance, d'où les outils SaaS dont on parlait après, et on va recruter en premier des office managers pour nous aider à gérer aussi les partenaires en local. Voilà. Sur la partie forte extension, et c'est une bonne question aussi, on a à la fois la tête dans le guidon par l'opérationnel, parce qu'il faut ouvrir les filiales, ouvrir les comptes bancaires, en même temps gérer, faire du reporting, apporter de la valeur ajoutée. C'est toujours un peu compliqué. C'est la priorisation qui va être la principale réponse à ça, de méthode agile ou efficace de suivi de pilotage. Ça reste du management en fait. Ça reste à manager ses priorités et faire en sorte que on remplisse ses obligations tout en priorisant le business, puisque c'est ce qui compte, c'est ce qui compte au quotidien. Trois dernières questions. Alors, Dimitri demande quid des outils de data visualisation type Power BI ou autres pour sortir de l'aspect relativement figé d'Excel limité de sheets sur les reporting, BP et dashboard, et quelle est selon vous l'utilité et la maturité de ces solutions aujourd'hui? C'est une super question parce que en fait, il y a plein de produits qui sortent et qui sont sortis ces dernières années de Power BI, Business Intelligence. Mais je te peux pas vous dire. C'est des trucs hyper techniques qui sont tous liés à la data en fait. Okay. Donc par exemple, moi j'ai entendu parler récemment de Looker, parce qu'on est en train de le mettre en place chez nous, qui vient d'être acheté par Google aujourd'hui même. Et oui, ce sont des super outils pour faire du reporting. Après, au niveau BP, je vais tester, et je vous en dirai peut-être plus sur un prochain webinar, mais sur la partie BP projection, je suis moins convaincu pour l'instant. On reste quand même des financiers avec des besoins financiers et voilà, tout ce qui est données financières, je ne sais pas à quel point on va pouvoir aller dessus. En revanche, data, metrics, et on parlait du CAC tout à l'heure, CAC recovery, MRR, et cohort, etc. Tout ça, on va pouvoir effectivement travailler dans le cœur directement, aller intégrer de la donnée financière en plus des métriques qui viennent de nos plateformes SaaS. Et là, du coup, on va pouvoir un peu mixer finance et métriques. C'est ce qu'on va s'apprendre à faire avec Alexandre de la Data chez nous, sur un outil comme Looker. Il en existe plein d'autres. Il y a Tableau, Burst, qui sont des outils très complexes. L'étape 2 de ces outils, ça va être de simplifier leur fonctionnement pour que ce soit moins technique et moins axé vraiment purement data et code. Ouais. Une question pour toi, peut-être, Aymeric, pour celle de Magali. Quels sont, d'après vous, les principaux indicateurs financiers à suivre dans une société d'une 50aine de personnes? Alors, on parlait de 3 types d'indicateurs. Indicateurs financiers, après, ça dépend du modèle. En effet, dans les boîtes de services SaaS, on est plus sur la top line, donc le chiffre d'affaires. Et après, l'indicateur, on a les indicateurs en fait comme le coût d'acquisition client, ce genre de choses. Et on a aussi surtout en fait des indicateurs analytiques, c'est-à-dire le poids en fait des coûts en fait de chaque service en fait de l'entreprise, R&D, marketing and sales, G&A et autres, et pour chacun avoir la masse salariale et les charges externes qui vont avec. Donc ça, c'est une structure de compte de résultat qui plaît bien aux partenaires avec qui on peut travailler. Et après, en effet, les indicateurs RH sur l'accélération de le turnover sont assez importants après. Je rebondis peut-être juste sur l'autre question, du coup, si tu me permets, Juliette. Quel rôle voyez-vous pour l'expert comptable? C'est une question intéressante, d'autant plus que nous, il y a notre expert comptable KPMG qui est dans le webinar. Question intéressante. Pour nous, le rôle de l'expert comptable, c'est un vrai partenaire et il doit aussi, du coup, et il l'est, en tout cas le nôtre l'est, il doit s'adapter justement à ces nouveaux outils.
nous, chez Agicap, on utilise Spendesk, on a eu un onboarding pour l'expert comptable, on utilise un outil sur la partie paye, il les intègre directement, on lui donne un accès en SaaS, donc je pense que son rôle est primordial, il les conseille aussi, et il faut aussi trouver l'expert comptable qui puisse avoir ses appétences en fait aux outils et pas forcément imposer son outil de compta et moins permettre d'avoir des intégrations de logiciels SaaS. Il est essentiel que l'expert comptable que l'on connaissait avant avec son propre système, qui n'était pas accessible de l'extérieur, etc., change switch complètement de mindset. Désolé pour les anglicismes, hein, je sais, j'ai du boulot. Mais c'est exactement ça. On en rencontre de plus en plus, mais quand même, il y a cette tendance à avoir des outils qui ne sont pas ouverts en mode SaaS, donc du coup, on n'a pas accès de l'extérieur, donc il faut faire des demandes d'extract, etc. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'il y a besoin de partager. En revanche, l'expert comptable, comme vous verrez, qu'il a une fonction centrale dans ces outils-là, dans l'utilisation des outils. Nous, notre expert comptable externe utilise Spendesk et doit maîtriser Spendesk là-dessus. Et du coup, oui, forcément, l'expert comptable a un rôle central et doit garder ce rôle central, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Peut-être rapidement les deux questions qui, je pense, sont un peu en lien. Est-ce que vous avez une recommandation d'un outil de compta analytique et PB qui demande équipe des ERP sont réservés aux entreprises de 500 à 1000 salariés? Je peux répondre sur la partie ERP peut-être rapidement. Les ERP, en fait, ça va dépendre encore une fois du modèle, du secteur de l'entreprise. Typiquement, pour une boîte de service, on peut attendre parfois 500 000 salariés. Pour une boîte qui a de la prod, qui doit gérer des coûts d'achat, des stocks, des matières premières, faut que ça arrive beaucoup plus rapidement. Donc, la plupart des ERP sont également ça, c'est assez flexible. Faut juste bien les choisir. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit réservé plutôt aux grosses boîtes. Moi, je vais rebondir sur la question auquel tu as répondu aussi tout à l'heure des indicateurs. Je pense qu'il est difficile de conseiller des indicateurs quand on ne connaît pas le secteur d'activité. Magali, je vous propose plutôt de nous envoyer un mail à Émeric et moi avec effectivement plus de détails sur votre secteur, la taille de votre entité, pour qu'on puisse vous aider si on peut à trouver les bons indicateurs ou vous orienter par exemple vers des CFO qui eux sont dans votre secteur, qui pourront vous aider à mieux faire. C'était le première chose. Et la deuxième chose moi je vais rebondir sur la comptabilité analytique. Sur la compta analytique, en fait, en général, elle est intégrée à un logiciel. Alors, chez Spendesk, on a effectivement une comptabilité analytique liée à toutes les dépenses. Donc, nous, notre analytique et notre gestion actuelle versus budget, on le fait à travers Spendesk. Et en général, quand vous avez un outil comptable ou par le biais de votre expert comptable, vous avez aussi accès à votre code analytique. Donc, avec plus ou moins de détails selon la typologie de l'outil que vous allez utiliser. Mais grosso modo, pas besoin d'un outil de code analytique, à mon sens, pour gérer cette. Ouais. Je suis d'accord, on n'a pas de. Chez GCAP, on n'a pas forcément d'outils spécifiques là-dessus. On travaille avec l'expert comptable aussi pour avoir un peu le plan de compte qui soit le plus analytique derrière possible. Après, pas forcément sur du pluriannuel, comme on dit avec la partie bilan, mais sur poursuivre en tout cas notre budget de trésorerie et autres, on utilise du coup, évidemment à GCAP et ça permet d'avoir le réalisé de ce budget de façon assez rapide avec un analytique, une catégorisation des dépenses juste derrière. Mais voilà, je pense que un des gros enjeux sur la partie purement comptable, c'est justement de discuter avec l'expert comptable pour pouvoir, qui est assez flexible, pour pouvoir changer un peu le plan de compte et qu'il soit le plus facile pour nous derrière en termes de retraitement pour l'analytique. Et pour finir sur l'ERP, donc un peu comme ce que disait Émeric, ça dépend tellement de l'organisation de la société, de la maturité. En fait, un ERP, c'est super pour les entreprises qui sont matures et qui ont déjà des process en place ou qui sont en train de mettre des process en place. L'ERP n'a que peu d'utilité dans les sociétés qui n'ont pas de process, parce qu'en fait, tout va vite devenir l'enfer pour à la fois la finance et les opérationnels, parce que ce sont des machines qui sont faites pour répondre à des process. Ce sont des machines américaines, les Américains sont sous process, donc la plupart du temps, ça devient vite très compliqué à gérer. Donc, si votre entreprise est en cours d'établissement, si elle est en forte croissance, etc., j'aurais tendance à dire que l'ERP, c'est pas forcément la bonne réponse et qu'il vaut mieux vous tourner vers des outils plutôt SaaS, flexibles, qui peuvent répondre à justement des besoins de première mise en place de process, c'est ce qu'on a aujourd'hui chez nous. Et
ensuite de vous orienter sur un ERP quand vous devenez vraiment plus gros et que la machine vraiment nécessite plus gros. Maintenant, ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez avoir une société très normée avec plein de process en place et dans ces cas-là, effectivement, le ERP collera assez bien à votre sujet. C'est mon avis. C'est dit. Mais ouais, faut faire attention. Parfois, des sociétés veulent aller trop vite sur un ERP. On va payer le coût d'achat quand c'est pas en SaaS. On va payer 50 000 € d'intégrateur et au final, on se rend compte que c'était un peu trop tôt. Voilà. On peut perdre un peu d'argent là-dessus. Bon, eh bien, merci. Merci à vous deux, Aymeric et Fabien. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous pouvez rester en contact. Vous pouvez contacter Aymeric et Fabien si vous avez plus de questions. Pour rappel, comme je vous le disais, le replay du webinaire vous sera envoyé, ainsi que le support un peu plus complet. Vous aurez un peu plus d'infos dans les slides. Et également, un petit bonus, petit cadeau sera aussi glissé dans cette mail. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut Aymeric. Salut Fabien. Salut Juliette. Salut. Salut.